Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité mondiale sur Afrique Média. Débutons par cette crise dans la bande de Gaza. La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a indiqué hier soir à Jérusalem que les États-Unis souhaitent qu'une solution à long terme soit trouvée concernant l'offensive israélienne contre la bande de Gaza. Par ailleurs, les violences s'intensifient dans la zone. Une centaine de raids cette nuit encore dans la bande de Gaza. Des bâtiments gouvernementaux du Hamas détruits, des tunnels ou bien encore des sites suspectés de servir de rampe de lancement de roquettes. Bref, Israël poursuit ses opérations militaires tout en discutant d'une trêve proposée par l'Égypte pour éviter une nouvelle escalade entre les deux camps et éloigner le spectre d'une intervention terrestre. La région est au cœur d'un intense ballet diplomatique où la communauté internationale occupe de façon permanente le terrain. Comme ici, la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, venue apporter son soutien à Israël avant de se rendre ce matin en Cisjordanie aux côtés du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Le secrétaire général des Nations Unies suit exactement le même parcours. Il s'agit de tenter d'aplanir les nombreux points de désaccord, dont la mise en place d'une zone tampon autour de la bande de Gaza qu'Israël désire contrôler, ou bien un assouplissement du blocus israélien sur la bande de Gaza, réclamé par le Hamas. En attendant cette hypothétique trêve, on le voit, les deux parties ne s'estiment engagées par aucun accord. Hier, le Hamas appelait les groupes armés palestiniens à continuer à riposter aux raids israéliens. Les bombardements se sont effectivement poursuivis ce mercredi à Gaza, alors que les appels internationaux à l'arrêt des violences se multiplient en vain. Et au 8e jour de ce nouveau cycle de violence, 10 personnes ont été blessées dans une explosion à bord d'un bus circulant dans le centre de Tel Aviv. C'est sur cette place, en plein centre de Tel Aviv, que l'explosion s'est produite. Toutes les vitres de ce bus ont été soufflées. Les autorités israéliennes le redoutaient depuis le lancement de l'opération Pilier de défense contre la bande de Gaza. 21 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement. Mais la plupart des victimes souffriraient de blessures bénignes, selon un porte-parole du Premier ministre. Pour la police israélienne, l'attaque terroriste ne fait aucun doute. Mais il ne s'agirait pas d'un attentat suicide. 2 personnes ont été vues en train de prendre la fuite peu avant l'explosion. La police israélienne est pour le moment toujours à leur trousse. L'un des auteurs de cet attentat pourrait être une femme. Le dernier attentat à la bombe commis en Israël remonte à 1 an et demi. C'était à Jérusalem. Mais la capitale économique du pays, Tel Aviv, n'avait plus été touchée par un attentat depuis plus de 6 ans. Les membres du Conseil de sécurité se sont concertés hier soir sur une demande des pays arabes qui exige une réunion publique sur la crise à Gaza. Les diplomates occidentaux ont estimé que cela pourrait saper les efforts pour arriver à un cessez-le-feu, mais ils ont finalement donné leur accord pour une réunion publique qui se tiendra ce mercredi soir à 21 h. Le débat devrait rompre le silence au sein du Conseil. Après des heures de rencontres à huis clos mardi, les ambassadeurs d'Inde, du Maroc et de l'autorité palestinienne ont annoncé que le Conseil avait accepté d'ouvrir le débat. La décision intervient après le blocage par les États-Unis d'un communiqué de presse du Conseil parce qu'il ne critiquait pas explicitement les lancers de roquettes sur Israël. Riyad Mansour, l'observateur permanent à l'ONU de la Palestine, a déclaré aux médias que lui et les représentants des pays arabes demandaient au Conseil de sécurité de prendre des mesures. Mansour a aussi déclaré que le Conseil devrait prendre ses responsabilités et faire cesser l'offensive israélienne contre le peuple palestinien. Si rien n'est fait pour stopper cette agression durant la nuit ou avant, alors le Conseil de sécurité devra prendre ses responsabilités et sa réunion pour adopter les mesures qu'il pourra prendre pour faire cesser cette agression contre le peuple. Et en France, les gendarmes en charge de l'enquête sur la tuerie de Chevaline s'intéressent à un cas similaire, celui du meurtre en juillet 2011 d'un touriste belge abattu de 4 balles sur une aire d'autoroute de l'A31 au sud de Nancy. Les gendarmes révèlent certains points en commun entre les deux affaires. Juillet 2011, près de Nancy, Xavier Baligan est abattu sur cette aire de repos. Son corps sans vie est découvert près des toilettes.
Ces 2 enfants, de 4 ans et 6 ans, qui dormaient dans la voiture, s'en sortiront indemnes. Septembre 2012, près d'Annecy, un couple de Britanniques, un de leurs proches et un cycliste sont tués sur cette petite route forestière. Les 2 enfants du couple survivront, même si l'un d'eux est grièvement blessé. Entre ces 2 affaires, aucun lien, a priori, mais des rapprochements qui posent question. À chaque fois, les cibles sont des touristes, les armes utilisées sont des armes de collection et les enfants restent en vie. Aujourd'hui, un nouvel élément rapproche les 2 enquêtes. C'est ce fusil, une arme de guerre susceptible d'avoir été utilisée sur les 2 lieux de crime. Dans cette armurerie, on connaît bien cette arme. Elle était utilisée par l'armée suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, elle se fait rare. C'est principalement chez les collectionneurs qu'on les trouve. Il y a encore certains tireurs qui tirent avec ça, bon, parce qu'on aime bien tirer un peu avec de tout, avec des armes qui ont fait leur histoire. Et certains tireurs aiment bien tirer avec des armes qui ont fait l'histoire. Mais pour cet armurier, ce fusil n'est pas une arme de truand. C'est une arme qui est très encombrante, c'est une arme lourde, c'est une arme longue. Le magasin ne comprend pas beaucoup de cartouches. Il faut réarmer manuellement après chaque coup. Donc pour les truands qui ont les possibilités d'acheter des armes semi-automatiques sur le marché illégal, on se rend compte que vraiment ce n'est pas une arme intéressante pour les criminels. Les 2 enquêtes sont toujours en cours. Du côté de la justice, on reste prudent. Aucune thèse n'est pour l'instant confirmée. En Argentine, la présidente Cristina Kirchner a dû affronter une grève générale, la première depuis son arrivée au pouvoir en 2007. Par-delà les revendications salariales, les travailleurs attendaient protester contre un gouvernement qui ne les écoute pas. Voici l'une des artères principales de Buenos Aires. Elle est bloquée par les manifestants syndicaux qui demandent de meilleurs salaires afin de combattre l'inflation galopante en Argentine. Ils réclament une réponse du gouvernement. Il s'agit d'augmenter les salaires et de savoir ce que fait le gouvernement pour résoudre le problème. Les salaires du reste du pays n'augmentent pas autant que ceux qu'on trouve à Buenos Aires. Près de 200 points d'entrée des routes sont bloqués dans tout le pays et ce mouvement est soutenu par les groupes sociaux, les partis politiques et aussi la Fédération agricole qui annonce qu'elle souhaite mettre en place 50 nouveaux blocages. Les manifestations ont lieu par centaines dans toute l'Argentine. Les organisateurs parlent d'un véritable succès. Le gouvernement parle, lui, de simples dysfonctionnements. Les trains sont néanmoins à l'arrêt, les vols annulés, les banques fermées et les poubelles non ramassées. La plupart des bus sont sur les routes, mais nombreux sont les gens qui sont restés à la maison. La deuxième réunion de l'Eurogroupe se solve sans accord sur la Grèce. Les représentants des différentes composantes de la Troïka, des créanciers d'Athènes, se sont séparés ce matin sans avoir trouvé d'accord sur les moyens à mettre en œuvre pour réduire la dette grecque à un niveau soutenable de 120% du produit intérieur brut. La troisième rencontre est prévue pour lundi prochain. La Grèce a reçu le feu vert pour embaucher le dernier cycle de subventions qui était censé avoir lieu au début de l'été dernier. La Grèce a montré son sérieux au sujet de la nécessité d'engager des réformes de consolidation fiscale et des réformes structurelles. Il faut à tout prix que nous puissions, à présent, écarter les incertitudes qui pèsent sur la Grèce et par conséquent aussi sur l'ensemble de l'eurozone. Les fonds de soudage garantissent le financement de la Grèce jusqu'à l'année prochaine. Les derniers fonds de soudage auront peu d'impact sur la situation de la Grèce, qui doit à présent subir des restructurations si elle veut rester dans l'euro. Malgré son sourire, la présidente du FMI, Christine Lagarde, s'est agacée de la décision qui a été récemment prise par les ministres, qui consiste à accorder à la Grèce 2 ans supplémentaires pour atteindre son objectif décision qui, selon Lagarde, transgresse les règles du FMI. Le FMI est également frustré de voir que les responsables de l'eurozone n'ont toujours pas identifié la manière dont ils pourront financer cette extension de délai, alors même qu'ils ont rejeté les propositions avancées par le FMI consistant à assumer une part de perte sur les obligations grecques. Les ministres ont considéré que telle idée était vouée à l'échec, de même que l'idée d'un 3e cycle de soudage. Je préfère une solution qui ne passe pas par un financement cash, car il est difficile d'expliquer cela à nos contribuables. Et même si la Grèce a reçu mardi les engagements relatifs aux dernières subventions de soudage, elle devra quand même attendre le début du mois prochain pour embaucher l'argent.
Plus que jamais en cette période de crise, le livret A et le livret de développement durable figurent en tête du hit-parade des placements plébiscités par les Français. Ils ont en outre été dopés par le relèvement de leur plafond qui s'est élevé à 21,29 milliards d'euros en octobre, conformément à la promesse de campagne de François Hollande. Ce sont les deux refuges de l'épargne des Français et ils ont pulvérisé tous leurs records. Le livret A et le livret de développement durable ont collecté 21,29 milliards d'euros de plus en octobre. La raison de cet engouement, des plafonds relevés par le gouvernement au début du mois. Pour le livret A, il passe à 19 125 euros. Le plafond du livret de développement durable a quant à lui été doublé à 12 000 euros. Deux placements sûrs pour les ménages en temps de crise et rémunérés à 2,25%. Opération réussie pour le gouvernement. Grâce à cet argent, il va pouvoir financer ses promesses de campagne à travers le fonds d'épargne. Pour prêter aux entreprises et soutenir le logement social, ce fonds estime avoir besoin de 40 milliards d'euros sur 5 ans. Un mouvement qui n'est pas prêt de s'inverser. François Hollande a déjà annoncé qu'il relèverait encore le plafond du livret A de 25% au mois de décembre. Coopération Russie-Chine à présent. Le ministre russe de la Défense, le général Sergueï Shoigu, est arrivé mardi à Pékin pour prendre part ce mercredi à la 17e réunion de la commission mixte russo-chinoise pour la coopération technico-militaire. Les participants à la réunion envisagent de dresser le bilan de la coopération technico-militaire entre la Russie et la Chine pour l'année qui touche à sa fin et de définir les priorités de cette coopération pour l'année prochaine. La Russie et la Chine ont mis en place un programme étendu de coopération au niveau bilatéral ainsi que dans le cadre de l'Organisation de la coopération de Shanghai. Celui-ci inclut le commerce d'armes, le transfert de technologies, des consultations intergouvernementales de haut niveau et des exercices militaires conjoints. Au moins 2 gros contrats ont été conclus cette année, dont la valeur combinée est de 1,3 milliard de dollars. Nous vendons des systèmes de navigation à la Chine ainsi que des hélicoptères. Et nous nous attendons à ce que la coopération s'étende encore. Il s'agit de la première visite à l'étranger du nouveau ministre de la Défense qui a pris ses fonctions le 6 novembre. Cette année, elle coïncide avec la tournée du président américain Barack Obama en Asie, son premier voyage à l'étranger depuis sa réélection. La visite d'Obama est liée à la Chine en raison de la montée en puissance chinoise. Le pouvoir de la Chine rend ses voisins inquiets de ses intentions. Et les États-Unis s'appuient sur cela pour renforcer leurs relations avec certains des voisins de la Chine. La Russie et la Chine ne sont pas des alliés militaires, mais des partenaires stratégiques. Et l'intensification de la coopération militaire et technique est primordiale, non seulement pour eux, mais pour bon nombre de leurs voisins dans la région. Elle assure la stabilité et la sécurité en Asie-Pacifique et aide les deux pays, ainsi que leurs partenaires, à affronter ensemble les défis communs. Le principal objectif est de combattre le terrorisme international, car les deux pays sont menacés par des facteurs internationaux, en particulier le terrorisme islamique radical. Coordonner une réponse conjointe pour affronter les menaces globales figure en bonne place sur l'agenda sino-russe. Souligner les thèmes clés de leur politique de défense et construire des liens bilatéraux ouvre la voie à la coopération future entre la Russie et la Chine. Des serveurs plus souriants et mieux qualifiés, c'est ce que souhaite, comme certains Français, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, l'un des plus grands syndicats hôteliers de France. Une proposition faite face aux craintes des serveurs d'être rémunérés au pourboire, comme aux États-Unis. Voyons ce qu'en pensent personnellement ces serveurs et les clients. Avant le service du déjeuner, Jacques s'occupe des clients au bar ou bien en terrasse. Il sait que le principal syndicat de restaurateurs, l'UMI, veut réformer la rémunération des serveurs, et notamment, en partie bien sûr, en fonction des pourboires récoltés. Pas évident.